Bonjour, je suis particulièrement heureux de vous accueillir aujourd'hui en Occitanie. Nous sommes dans le Lot et plus particulièrement à Cahors. Nous sommes attendus par Claire de l'Office de tourisme qui va nous proposer de découvrir avec elle tous les secrets de cette ville magnifique. Alors, on y va ? Bonjour Claire. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici à Cahors. Avec grand plaisir. C'est votre ville? Ma ville d'adoption, oui. D'accord, mais je crois quand même que vous en connaissez tous les secrets. J'en connais quelques-uns, oui. Bon, ben c'est super, alors on va aller voir? Allez, on y va. On y va. Elle est intéressante cette maison, Claire. C'est d'abord quelle époque et qu'est-ce qu'on y voit? Alors, c'est une maison médiévale qui a été restaurée il y a quelques années. Alors, vous donnez une date précise, on est sur le 13e, 14e. Cette maison en briques, donc restaurée, a mis en évidence, vous voyez, ici, là, cette arcade, c'est une porte. Oui. Et vous avez surtout en dessous des trous, ce qu'on appelle des trous de boulin, qui mettent en avant un balcon. Donc, au Moyen-Âge, on avait des balcons qui donnaient sur la rue, mais c'était des balcons entièrement fermés, hein, avec du bois, par exemple. D'accord. Et donc, vous avez une véritable pièce en plus sur la rue. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'on a découvert également deux autres arcades qui ont fait leur apparition avec une petite encoche. Donc, on avait une porte, comme une porte de placard, voilà, qui venait fermer cette petite alcôve. Et les archéologues du bâti, eh bien, ont découvert des conduits qui descendaient sous la maison avec une sorte de cave. Et en fait, c'est une cave à latrine, enfin une fosse à latrine. Ah. Donc, vous aviez devant vous, voilà, les latrines. Et oui, on allait au petit coin, sur la rue. Mais il y avait une fosse, c'était pas dans la rue. Non, c'était pas dans la rue. Donc on a déjà quand même des aménagements intérieurs. Oui, avancés. Voilà, avancés. Voilà, on fait pas dans la rue quand même. On n'est plus en tout cas dans cette période-là où effectivement, bah là, on est déjà sur des familles qui ont quand même un peu plus d'argent pour pouvoir organiser leur intérieur à leur convenance et surtout des conforts intérieurs. Voilà, mais c'est génial de voir ça comme ça. Oui. Si vous ne l'avez pas dit, on ne l'aurait jamais deviné. Voilà, c'est exactement ça. C'est l'avantage du coup d'avoir un guide. C'est ça, de découvrir des petites choses. Et le travail des archéologues du bâti est assez remarquable, justement, quand ils nous transmettent toutes ces informations. Ah oui, c'est vraiment génial de découvrir un peu la vie de ses habitants. Ah, j'adore. Là, nous sommes rentrés à l'intérieur de la cathédrale de Cahors. Elle est dédiée à qui? Elle est dédiée à Saint-Étienne. D'accord. Alors Saint-Étienne, je pense que vous le savez, c'est le premier martyr chrétien qui prêche à Jérusalem. Ça ne plaît pas trop et du coup il va se faire arrêter sur les ordres d'un personnage qui s'appelle Saint Saoul et il va être lapidé. Saoul qui va devenir Paul. Voilà, il se repentira et il deviendra Paul. Et c'est raconté dans les peintures de la coupole. D'accord. Cette histoire. En fait, il y a plusieurs coupoles, c'est très amusant. Oui. Alors, on va retrouver les cathédrales à fil de coupole dans le sud-ouest en général. On n'est pas les premiers. On a Sainte, Périgueux, qui date aussi de cette période-là, mais on a voulu faire un peu mieux que nos voisins en les faisant les plus hautes pour l'époque, 32 mètres de haut. Ah oui, quand même. Oui, quand même. Donc c'est plutôt impressionnant. C'est une belle prouesse architecturale. Ce qui nous posera aussi quelques problèmes. C'est vrai que quand on rentre dans cette cathédrale, on n'a pas le sentiment d'unité. On a plein de périodes qui sont venues se superposer, se coller les unes aux autres. Et par exemple, faire ce fil de coupole, eh bien, là où vous avez les vitraux dans le chœur, toute cette partie-là, elle va se fissurer, elle va se fendre. Donc il va falloir démonter ce chœur et le remonter. Sauf que le temps qu'on démonte et qu'on remonte, on a changé de style. On n'est plus sur un style dit roman, mais là, ça y est, le gothique est arrivé. Donc on a sur le chœur roman des élévations gothiques. D'accord.
Mais en même temps, je trouve que c'est très beau, c'est harmonieux malgré tout. Alors, ça va bien ensemble, complètement. à mes yeux. À mes yeux aussi, je trouve que c'est très harmonieux. Après, d'autres spécialistes, peut-être un peu moins, lors des restaurations du 19e siècle, par exemple, Viollet-le-Duc a trouvé qu'il y avait trop de périodes qui étaient venues se superposer. Ça n'a pas plu vraiment. Donc finalement, cette cathédrale dans la restauration a échappé aussi peut-être à d'autres, voilà, au pire certainement. Mais ça fait sa particularité aujourd'hui d'avoir plein de styles différents de toutes les époques qui laissent chacune un cachet, cette cathédrale. On voit des voiles blancs au fond. Oui. Alors c'est particulier, c'est pas en permanence ces voiles blancs. Alors non, c'est pas en permanence. Cette année, on fête les 900 ans de la consécration de l'autel consacré par Calixte II. Donc voilà, 900 ans, c'est pas rien quand même pour une cathédrale. Et donc à cette occasion, on a dressé ce dais de voilage avec au milieu, là, éclairé la relique de la cathédrale, la relique de la Sainte Coiffe du Christ. Ah oui, vous l'avez là ici. Elle est ici, donc c'est un petit bonnet en lin que la Vierge Marie, elle aurait cousu de ses propres mains et elle aurait mis sur la tête du Christ au moment de la mise au tombeau. On peut s'en approcher pour aller la voir? On peut aller se rapprocher, il n'y a aucun problème. D'accord, bon, on va la voir alors. Ok, super. Donc là, nous sommes dans le chœur où est exposée donc actuellement et de façon temporaire la Sainte Coiffe. Tout à fait. Donc de quand on la date ici à Cahors? Alors, on a la première mention écrite de cette relique au XVe siècle. C'est l'évêque du XVe siècle qui nous raconte l'histoire de la redécouverte par notre évêque du XIIe siècle. Vous suivez? Oui, je suis. Donc Géraud de Cardaillac au XIIe siècle, il est rentré de la première croisade et à son retour, il décide de faire un petit peu de ménage dans les greniers de la cathédrale et il redécouvre la Sainte Coiffe. Et en plus, ce serait Charlemagne qui nous l'aurait offert. Donc un cadeau déjà bien antérieur. Voilà. Sachant que cette Sainte Coiffe, donc ce petit bonnet en lin, aurait été cousu par les mains même de la Vierge Marie et elle aurait été mise sur la tête du Christ au moment de la mise au tombeau. D'accord. Voilà. Et donc là, c'est ce que Saint Jean cite en disant que le matin, les femmes vont, le linge a été plié et la coiffe serait à part. Exactement. Alors cette Sainte Coiffe, elle a été validée, je ne sais pas si on peut utiliser ce mot-là, mais en tout cas officialisée par le Vatican comme étant une des 5 reliques de l'ensevelissement du Christ. D'accord, ce qui est un grand honneur. Et pour ce qui est un honneur, tout à fait. Donc cette année, justement, avec cet anniversaire du 900e, eh bien, on met l'accent sur la Sainte Coiffe qui était conservée depuis les 4 dernières années à la Banque de France. Parce qu'on a essayé de nous la piquer 2 fois, ouais, elle a échappé à 2 vols. Et du coup, donc elle est dans un reliquaire, sous alarme, sous protection quotidienne. Donc exposée là pour l'anniversaire. Et d'ici début septembre, normalement, elle devrait retrouver son emplacement médiéval, donc dans la chapelle axiale. Voilà. D'accord. Avec, elle termine sa restauration, cette chapelle, et elle va retrouver son emplacement médiéval. D'accord. Et donc là, actuellement, on peut venir effectivement passer en dessous. Voilà, on passe en dessous, on peut écrire une petite intention de prière ou en prendre une déjà toute prête, passer dessous, vous pensez à votre petite prière et puis... D'accord, je vais le faire. Eh ben super. Tellement de choses à demander. Eh ben, très bien. J'espère que ce sera exaucé. J'espère aussi. Donc là, j'ai vu que nous étions rentrés dans ce qu'on appelle le préau céleste. C'est un joli nom. Le cloître, voilà, ici réservé aux chanoines. On est dans une nouvelle période, alors à la différence de l'intérieur de la cathédrale, où on a du roman, du gothique, du XVIIe, du XVIIIe, on a plein de périodes qui se superposent. Et bien ici, on est sur une nouvelle période et c'est le gothique flamboyant. Alors finalement, c'est une période assez courte, le gothique flamboyant, après le gothique, mais juste avant la Renaissance. Ici, ce cloître est reconstruit, parce qu'on en avait un au XIIe, et on décide de le reconstruire dans les années 1490.
Et le souci, c'est qu'il va mettre plus de 60 ans à se construire, à se reconstruire ce cloître. Et dans les années 1550, il y a un nouvel évêque qui arrive, il est italien, et quand il arrive ici et qu'il voit le gothique flamboyant, alors que ça fait depuis déjà quelques années qu'on est dans la Renaissance, bah, il dit... on va se calmer sur le coup. Voilà, et en fait, ce cloître n'a pas été terminé du coup. D'accord. Mais oui, c'est dommage, mais bon, il est quand même assez impressionnant. Et voilà, quand on écoute, on a ce côté très paisible, très serein, avec voilà, vraiment avec un jardin pareil qui vient pas trop perturber. Il est épuré, ce jardin, avec la lavande, les cœurs de Marie qui représentent la Vierge, le buis qui représente le Christ. Mais voilà, on est au calme ici, c'est un endroit très agréable et j'aime beaucoup en parler. J'aime bien y venir aussi comme ça, juste pour flâner. C'est agréable. Le plaisir, ouais. Il est très très beau. Ouais, il est superbe. Une des statues préférées, je crois, dans ce cloître, c'est la Vierge qui est ici. C'est ça. En fait, il n'y en a qu'une statue dans ce cloître. Ah oui, voilà. Comme il n'a pas été terminé, en fait, c'est la seule statue qui a été mise en place, mais elle est vraiment extraordinaire, cette statue. Elle est très belle. Alors, si tu connais celle de Moissac? Alors, que de nom. Pas celle de Moissac, je pensais à celle de Rocamadour, pardon. La Vierge Noire de Rocamadour, oui. Voilà. Donc au XIIe siècle, on représente toujours les Vierges Marie de la même façon. Elles sont assises sur un trône, elles sont rigides, elles sont assez froides, hein, elles sont figées, elles regardent droit devant, elles n'ont pas d'expression. Jamais on aurait vu une petite mèche de cheveux dépasser de son voile. Voilà. 13e, 14e, quand on représente la Vierge, elle a un regard un petit peu plus doux, un peu plus aimant vers son fils et quelques mèches commencent à dépasser au niveau du voile. Mais quand on regarde celle-ci, alors là, ses cheveux, voilà, les cheveux dépassent au niveau du voile, sa tête est penchée, elle a un déhanché également qui est mis en avant et en plus sa poitrine là aussi est mise en avant. Jamais on aurait osé faire ça au Moyen-Âge. Hein. Ça, vous risquez de gros problèmes si vous faites ça au Moyen-Âge. Mais en fait, elle est assez étonnante parce qu'elle fait ce geste-là. Ce geste-là, en latin, ça veut dire fiat. Oui, j'accepte exactement de porter l'enfant Jésus. Et pour dire qu'elle a déjà dit oui et qu'elle porte en son sein l'enfant Jésus, eh bien, on a mis en avant sa poitrine et le haut de son ventre dégagé. Mais c'est une nouvelle façon de faire. On n'est plus dans le Moyen-Âge. Ça y est, on rentre dans la Renaissance. Et du coup, on se permet des nouveautés. Après, peut-être aussi que le fait qu'on soit ici dans un cloître pour des chanoines, donc on a une partie un peu privée et sacrée, on peut se permettre de montrer une Vierge avec ses cheveux détachés, que peut-être le profane et le peut-être un peu plus aussi, oui, tout à fait. Et ce qui est aussi très très amusant, ce sont les poutis qui sont représentés j'ai vu, de chaque côté. Ces petits poutis là, ils sont représentés cul nu. Enfin, vraiment, c'est nouveau quand même de faire ça. Voilà, c'est une nouvelle représentation, une nouvelle façon de faire. Et elle est vraiment extraordinaire, cette Vierge Marie. Ah, j'aime beaucoup aussi, c'est vrai. Donc en fait, tu nous as dit que tu connaissais donc bien cette ville d'adoption. Oui. Et tu en connais les petits secrets. J'en connais les petits secrets et j'ai la clé du paradis. Ah, t'as la clé de l'Éden. Et oui. Tu veux voir ce qu'il y a derrière? Ben oui, forcément. Alors on y va. Curieux. Après toi. C'est magnifique ce petit jardin, donc Éden, que l'on voit derrière la cathédrale. C'est privé? Ouais. Alors non, c'est pas privé, c'est public. En fait, à Cahors, on a 24 jardins secrets qui proposent un parcours dans la ville. Donc 24 jardins secrets qui ont tous un rapport avec le Moyen-Âge. Ils sont classés jardins remarquables depuis les années 2006-2007. Donc c'est vraiment un beau parcours. Et ici, on est dans le courtil des moines, c'est-à-dire la représentation du potager médiéval avec les essences que l'on pouvait rencontrer au Moyen-Âge. D'accord, c'est magnifique. Ouais, c'est vraiment superbe. Plus je découvre la ville, plus je vois qu'il y a de très très belles maisons comme celle qui est derrière nous. Oui. C'est quelle période? Ça représente quoi un peu pour Cahors?
Alors ici à Cahors, on a la particularité d'avoir eu une petite guerre en interne entre l'évêque qui avait tous les pouvoirs dans la ville, donc c'était le seigneur et maître, et de l'autre on avait des marchands donc, qui se sont développés grâce au commerce de rivière jusqu'à Bordeaux et ensuite à l'international. Et ces marchands, au fil du temps, ils vont grappiller des pouvoirs à notre évêque parce qu'ils ont l'argent. Donc forcément, avec l'argent, on fait pas mal de choses. C'est vrai. Et voilà. Et du coup, en fait, eh bien, ça va se lire un petit peu dans l'architecture parce que ces marchands vont montrer qu'ils ont de l'argent et c'est vraiment le typique de l'âge d'or de ces marchands de Cahors que l'on appelait les Cahorsins, 13e, 14e. Donc on va retrouver des arcades marchandes qui représentent leur boutique en bas. Ensuite en haut on a des fenêtres géminées qui représentent le lieu d'habitation, le lieu d'apparat en fait. Surtout on aime bien montrer qu'on a de l'argent, on n'hésite pas. Et vraiment ça c'est l'âge d'or de ces fameux marchands. Des maisons en pierre pour les fondations, au-dessus on utilise de la brique. On adore la brique dans cette période, donc ça ne nous pose aucun problème voilà, d'en utiliser. Oui. Et ici, c'est vraiment un des plus beaux quartiers médiévaux restaurés de la ville de Cahors. C'est le quartier de la Dorade. Et, vous voyez, doré. La Dorade, c'est le côté doré. Le côté doré, parce qu'ici, l'abbaye de bénédictines qui était là au Moyen-Âge, elles avaient une statue de la Vierge dorée. Voilà, et dorado en occitan a donné le mot doré. Dorade. Voilà. Et donc, par contre, ces marchands, ils vendaient quoi ici, Cahors? C'est connu pourquoi? Alors, on n'a pas le détail de leur vente, enfin de leur boutique. En général, Cahors était connu pour quel commerce? Les épices, les étoffes de lin et de laine. Les pigments, on vend ici de la garance, on produit de la garance teinturière, voilà, qui fait un pigment rouge très très vif, du vin bien évidemment un petit peu, et puis voilà, plein d'autres productions. Nos marchands de Cahors, il ne manquait pas d'idées pour se faire de l'argent, ça rassurez-vous. J'imagine. Claire, je crois que nous sommes devant le symbole de Cahors. Exactement, donc le pont Valentré, un pont médiéval fortifié, le seul pont médiéval fortifié d'Europe avec ses tours encore en élévation aujourd'hui. Donc il a quand même de la valeur ce pont Valentré. Je vois aussi. Ouais, il a été construit au XIVe siècle. D'accord. Alors si tu te rappelles, je t'ai parlé tout à l'heure de la puissance des évêques et des marchands de Cahors. Ces marchands, ils s'organisent et ils vont élire des représentants et c'est ce qu'on va appeler des consuls. Et en fait, eh bien, ces consuls, à force de grappiller du pouvoir à l'évêque, ils vont décider la construction de ce pont tout seul, parce que l'évêque en avait construit un à lui tout seul. Ensuite, il y en avait eu un autre où ils ont fait moite-moite. Et là, ça y est, les consuls, eh bien, ils ont la plupart des pouvoirs de la ville et ils le montrent. En fait, ce pont fortifié, il ne sert absolument à rien, à rien d'autre qu'à montrer la puissance consulaire par rapport à l'évêque. En fait, ce pont, il est juste en face de la cathédrale et il dit, tu vois l'évêque, c'est nous les patrons. C'est nous les patrons. Voilà. C'est intelligent. On a fait pareil à Albi, nous. On peut y aller? On peut y aller et ce pont, il a évidemment une légende. Je vais te la raconter parce que le malin a toujours lieu d'être dans les ponts médiévaux. Ça m'intrigue. On va aller voir. On va aller voir. Là, on s'est quand même mis un peu à l'ombre parce que le soleil il tape dans le lot. Et oui. C'est agréable. On entend même les cigales. Les cigales, eh ben, on se croirait dans le sud. On a presque la mer, hein, la rivière suffit. On est dans le sud. C'est ça. On est au milieu du pont, c'est ça? Oui. Et on est certain au bas de cette tour. Oui. Varum. Pourquoi? Eh bien, regarde en haut, tout en haut. Sur l'angle droit, tu as un petit diable qui est sculpté. Ah oui. Alors en occitan, le diable, ça s'appelle un drac. Ah, le drac. Oui. Le drac, voilà. Et évidemment, chaque pont médiéval a en général un rapport avec le malin. Là, parce qu'au Moyen-Âge, on a un petit peu de mal en fait à s'imaginer la construction d'un pont. Donc on a souvent tendance à lui accorder cette construction, une petite aide du malin. Voilà. Et ici, évidemment, ce pont, il a donc une légende. Laquelle? Alors, c'est une légende orale, hein. Attention, c'est pas, même si elle a été écrite, une légende orale, c'est une légende orale. Oui, mais ça me va. Et tu vas entendre ma version. Et moi, j'ai rajouté une femme dans ma légende parce que il faut respecter les quotas européens, la parité homme-femme. Et comme on parle toujours des évêques, des consuls, moi j'ai décidé de mettre une femme qui aura la bonne idée. D'accord. En général, on a toujours des bonnes idées. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors ici, on va commencer donc la construction de ce pont au début du XIVe siècle. Et l'architecte qui a le chantier de la construction de ce pont, eh bien, son chantier va piétiner un petit peu. Il est long, on va mettre plus de 70 ans à le construire ce pont. Donc pour un pont médiéval, c'est vraiment long. Et en fait, il est un petit peu désespéré parce que les consuls vont lui mettre la pression pour qu'il accélère le mouvement, mais on ne lui donne pas plus d'argent ni pas plus de moyens, bien évidemment. Et du coup, il ne sait pas trop quoi faire parce que les consuls le menacent de
grosso modo de le maudire, lui et tous ses descendants. Enfin, ils auront plus de travail, il trouvera plus de travail, ce sera fini. Alors il va errer dans les ruelles sombres et étroites de la ville de Cahors, et au détour de l'une d'elles, eh bien, il va rencontrer le drac. Et le drac, il va lui proposer son aide. Alors il y a des professions comme ça avec lesquelles on peut négocier, et le drac ça en fait partie. Du coup, ce petit malin qui lui propose son aide, eh bien l'architecte va évidemment lui mettre quelques conditions, parce que notre architecte il a quand même envie d'avoir la gloire et la rançon de la construction de ce pont. Forcément. Ce qui est normal. Et puis le drac lui dit oui, il n'y a pas de problème, hein, on fait tout ce que tu veux. Et puis par contre, moi à la fin, je voudrais récupérer ton âme. Bon bah ok, c'est ça. Et voilà, le deal c'est ça. Donc la construction s'accélère, et quand on arrive sur la construction de la dernière tour, donc cette tour du milieu, cette tour de contrôle, eh bien l'architecte, il est plus très motivé à donner son âme au malin, hein, voilà, donc il est un petit peu désespéré, il rentre chez lui, et puis notre bonhomme il mange plus. Et alors quand dans le Lot un bonhomme il mange plus, c'est pas bon. Non, c'est pas bon signe. Alors là sa femme elle comprend qu'il y a un problème, donc elle lui tire les verres du nez, il avoue ce qu'il a fait, elle lui passe un savon, parce que ça aussi en général on sait bien faire. Et du coup eh bien sa femme lui propose de trouver quelque chose que le diable ne peut pas faire. Parce que le diable s'est engagé à faire tout ce que l'architecte lui demande, voilà. Et alors ils réfléchissent et elle trouve la bonne idée, et le lendemain matin, quand le drac est là pour prendre ses ordres, l'architecte arrive et il lui dit « Écoute, je veux que tu me ramènes de l'eau depuis la fontaine des Chartreux dans un tamis, un crible, pour pouvoir sceller la dernière pierre de la tour. » Et évidemment, toute la journée, le malin s'affaire à faire des allers-retours depuis la fontaine jusqu'à la tour, et jamais il n'arrive à ramener une goutte pour sceller la dernière pierre. Le soir arrivant, le soleil se couche, et là notre architecte, il nous dit « Quoi ? Tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé, eh bien le pacte est rompu. » Et à ce moment-là, eh bien le malin sent qu'il s'est fait avoir. Sauf que le malin, il a un petit avantage, c'est qu'il a toute l'éternité devant lui. Et il va revenir toutes les nuits durant, déceler la dernière pierre pour laisser à ce pont un goût d'inachevé. Et finalement, au 19e siècle, quand on lance la restauration de ce pont, eh bien l'architecte Paul Goutte, qui va faire sculpter ce petit diable, il dit: faisons table rase du passé et repartons sur de bonnes bases. Et depuis, eh bien, la dernière pierre ne bouge plus. Ouais. Voilà. Et le pont est achevé. Et le pont est achevé. C'est excellent. C'est merveilleux. Toi, je voulais te remercier beaucoup pour cette découverte de Cahors. C'est une visite dynamique et qui nous montre qu'il y a beaucoup de choses à découvrir, et beaucoup d'endroits secrets que l'on ne connaît pas encore, et donc d'où l'utilité d'avoir un guide. Tout à fait. Bah, merci à toi. En tout cas, c'était vraiment super de partager cette découverte avec toi, et j'espère qu'il y en a plein d'autres qui vont venir découvrir cette superbe ville. Ben, j'espère aussi, et généralement ils viennent, généralement. Super. La tradition désormais, c'est que je prenne une petite photo pour immortaliser celle qui nous a accueilli, la personne qui nous a accueillis, Okay. avec le lieu magique, et là en l'occurrence le pont Saint-Valentin. Donc si tu permets, je vais te prendre un instantané de ce moment. D'accord, pas de problème. Alors on y va. Et bien voilà, c'est donc ici que s'achève notre aventure à Cahors. J'espère que cela vous a plu, et je vous donne donc rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Alors à très bientôt.